que nous réserve l'économie canadienne, américaine, mondiale en 2024, les marchés boursiers, le pétrole et l'or. Pour en parler, l'économiste et stratège chez BMO Gestion mondiale, Fred Demers. Comment ça va, Fred? Ça va bien. 2023 est intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'enligne à peu près sur le même genre de tendance, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas super optimistes, étaient même très pessimistes. Puis on continue d'avoir des nouvelles macroéconomiques, surtout du côté américain, qui surprennent. Ça, c'est bon. Oui, parce qu'en 2023, c'était parlant en début d'année. Et tu es arrivé avec des. Tu étais très positif. Même, on s'était reparlé plus tard dans quoi, au mois d'août. Et écoute, ce que tu avais dit en début d'année, vraiment, il y a beaucoup de gens qui étaient très pessimistes, négatifs, l'apocalypse. On en voit beaucoup de ça, d'apocalypse, de plus en plus, puis pourtant, ça n'arrive pas. Donc, tu nous dis, puis en plus, une année électorale aux États-Unis. Donc, économie canadienne, là, je pense qu'on s'en va vers du beau, là, les baisses de taux éventuellement. Comment on voit l'économie québécoise, canadienne et après ça, américaine, évoluer au cours des prochains mois? Ben pour nous, malheureusement, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement très bon comme on le voit du côté américain. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a une croissance de population pour le Canada qui frise les 3 ce qui est une bonne nouvelle. On avait besoin de travailleurs. Beaucoup d'entreprises avaient des pénuries de main-d'œuvre, donc il fallait répondre à ça pour les aider justement à donner la croissance. Faut plus de bras. Mais en même temps, les chiffres macroéconomiques sont pas super excitants. L'année passée, on a eu de la misère à avoir 1,5. Et puis cette année, je pense qu'on va avoir encore ça. Il y a un effet, il ne faut pas l'oublier, il y a encore l'effet du resserrement monétaire qui fait mal à beaucoup de ménages Oui. qui ont refinancé. Et puis la vague de refinancement, on va avoir le pic cette année et l'année prochaine. Donc, ça va être encore une année un peu difficile, malheureusement, pour beaucoup de ménages canadiens puis pour l'ensemble de l'économie. Ce ne sera pas une mauvaise année, mais une année difficile. Oui, parce que le pouvoir d'achat, là, veut pas, si tu payes 30-35 de plus ton hypothèque, parce que tu as renouvelé ton hypothèque, puis bon, c'est le pouvoir d'achat qui est un peu diminué. Mais en ce sens, la Banque du Canada, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'elle fasse des moves, parce que là, on n'a pas l'économie américaine. On n'a pas une croissance de 3,3 comme les Américains au dernier trimestre. Donc, à un moment donné, l'économie canadienne devra avoir de l'oxygène, là, et ça, ces baisses de taux-là plutôt que tard, peut-être aussi. Comment vous voyez ça à la BMO? Ouais, ben moi, j'aime comparer. J'ai qualifié Powell de l'homme de l'année passée, la personne de l'année, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il avait été extrêmement pragmatique. Pragmatique. Souvent, les banques centrales deviennent un peu dogmatiques. On a vu ça, le 2 je disais à la blague, ils veulent 2,00 d'inflation. C'est là qu'on devient dogmatique. Et puis, du côté canadien, il y a un petit côté pas surprenant, mais qui est dogmatique par rapport à l'inflation. Une statistique que j'aime, si on enlève un item du panier de l'IPC qui fait moins de 4 qui est le coût des intérêts hypothécaires, hein, ça a un poids dans l'IPC de Ben moins de oui. 4 on enlève 80 points de base à l'inflation. Hey, c'est donc, incroyable. euh, donc, l'idée de revenir à 2 et puis la mauvaise nouvelle autour de ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette inflation-là va durer jusqu'en 2025. C'est un panier qui est calculé sur une moyenne mobile de 5 ans. Donc, l'idée de retourner à 2 ça veut dire qu'il faut ramener les autres prix en delà de 2 et c'est là que ça devient dogmatique et qu'on fait mal un peu trop. Pour moi, c'est quoi de ne pas être dogmatique, d'être plus pragmatique, c'est de dire, 3 d'inflation, c'est pas vilain, c'est pas l'idéal, c'est pas le 2, mais c'est pas, personne ne devrait perdre du sommeil à 3 versus 2 d'inflation. Et c'est là que ça va jouer pour la Banque du Canada, c'est ce qu'ils vont faire le fameux pivot vers une approche plus pragmatique à gérer l'économie versus tomber dans le dogme du 2,00 d'inflation. Oui, parce que tomber dans le dogme, ça peut faire mal aussi à bien du monde, là. On le voit, les ménages. Tu sais, l'économie canadienne, on n'est pas en récession, là, mais on est proche. On n'est pas là, on ne peut pas se taper, comme on dit, se péter les bretelles. Donc, l'idée, c'est d'un atterrissage en douceur, c'est pas de provoquer une récession, hein? Oui, c'est ça. Je pense que plus on tombe dans le dogmatisme, plus on prend un risque. Les banques centrales peuvent créer du chômage, mais c'est pas vrai qu'ils peuvent créer des emplois. Qu'est-ce qui crée des emplois? C'est des entreprises qui relancent. C'est ça, les taux d'intérêt n'ont pas un effet aussi important. Mais quand c'est le temps de mettre les freins, on sait que ça peut mettre les freins. Est-ce que pour la deuxième partie, là, on s'entend que première partie 2024, ça va être pas mal wait and see. Est-ce que vous, dans la séquence, où voyez-vous des baisses de taux, une première baisse de taux au Canada?
Ben, le timing de la première baisse ne sera pas facile. Je pense que ça va rester fluide. Le marché est allé jusqu'à attendre presque le mois de mars. On a reculé maintenant, on est au mois de juin. Euh, on est seulement en février. Il y a encore beaucoup de données macroéconomiques, beaucoup de données d'emploi, de PIB qui vont sortir d'ici là. Donc, il faut faire attention. Puis, il ne faut pas l'oublier, on a vu un risque aussi qui est là depuis l'année passée. C'est le fameux risque des petites banques américaines. On a vu une banque américaine importante il y a 2 semaines avoir des résultats financiers avec un gros impact des prêts hypothécaires au marché non résidentiel. Donc ça, c'est toujours là. Et ça, pour la Fed, je pense que c'est important. On est conscient que quand on regarde de 40 000 pieds du ciel, l'économie va pas si mal, mais il y a beaucoup de douleurs qui commencent à être observées dans l'économie. On regarde les taux de retard, hein, de ce qu'on appelle la délinquance du crédit. Ça l'augmente. Ça l'explose pas, mais ça l'augmente. Ça l'explose pas parce qu'il n'y a pas de chômage, mais quand même, on voit que les gens ont de la misère. Et donc, ça, c'est à surveiller dans l'équilibre. Donc, est-ce que les baisses de taux commencent en Q2? Moi, je pense que la barre est basse d'un point de vue pragmatique aux États-Unis. Et sinon, ben, je pense qu'en juin, juillet, ça va vraiment être le temps. Parce que faut pas, les gens ont peur que ça va relancer l'inflation. On fait juste lever les pieds de la pédale de frein et non peser sur l'accélérateur en baissant les taux. Oui. Donc, au Canada, est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de taux avant les Américains? C'est-tu possible, ça? Parce que le poids canadien dans l'économie mondiale, c'est quoi, 2 là? C'est pas. La Fed, c'est la grosse, c'est l'éléphant dans la pièce, là. Mais au Canada, on pourrait peut-être avoir une baisse de taux avril, mai, juin. Certains parlent de juillet, là. Alors, je ne sais pas. Il y a certains économistes qui voient ça plus tard, d'autres plus tôt. Ben, la première chose, c'est que nos données macroéconomiques, si les États-Unis avaient nos données de PIB et même d'inflation, Oui, ils auraient déjà baissé les taux. c'est vrai, Et hein? c'est là que le petit côté dogmatique de la Banque du Canada intervient. Les gens qui disent que ça va venir plus tard, ben faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui font des prévisions sur la base de ce que Tiff McClem leur dit. Moi, je dis tout le temps, prenez ça qu'un grain de sel. C'est pas des gens qui ont nécessairement été très utiles à prévoir les taux d'intérêt. C'est eux qui, en 2022, nous disaient on n'augmentera pas les taux avant longtemps. Moi, Oui, je pense oui, que ça, quand on on l'a regarde les eu, là. données, C'est exactement, là. les données macroéconomiques nous disent qu'il est temps de commencer à baisser les taux. Maintenant, est-ce qu'ils vont décider de le faire à cause que l'inflation, leur lecture d'inflation, ils sont pas satisfaits? C'est pas impossible. Mais encore une fois, retarder les taux pour la Banque du Canada, c'est plus facile si la Fed le fait. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus préoccupé par ce que la Fed va faire d'un point de vue impact financier sur l'économie mondiale que notre Banque du Canada qui a très peu d'impact. Et puis, je pense qu'ils vont la jouer un peu comme sécuritaire, hein, un peu défensif. Ils vont dire, une fois que la Fed y va, on va y aller. Puis ça va être la même chose pour la Banque centrale européenne, les autres banques qui n'auront pas le choix. L'économie américaine a une bien meilleure performance et ils se permettent de baisser les taux. Oui, mais le danger au Canada, c'est de provoquer des dommages irréversibles, là, hein, parce que là, le ménage, lui, il mange les coûts. Les entreprises, les coûts d'emprunt aussi. On voit les petites PME ont de la misère aussi là, à renégocier des prêts à 10 là, ça donne quand même une idée là, où on en est. Donc, à suivre. Écoute, deuxième partie de l'année, année électorale aux États-Unis, évidemment. Et là, tout peut se jouer. J'imagine que la croissance de l'économie américaine, on va décélérer tranquillement. Comment on voit l'économie américaine pour la 2024 et la deuxième partie 2024? Ben, en bout de ligne, je pense qu'on va avoir encore une bonne année, facilement un 2 de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que présentement, le consensus d'économistes s'attend à peine 1,5. Fait que l'idée qu'on va continuer d'améliorer les prévisions, de réaliser des chiffres macroéconomiques meilleurs qu'attendus, ça, on va continuer. Ça fait déjà 6 trimestres, ça fait 1 an et demi qu'on vit ce cycle. C'est extrêmement long comme cycle de révision. Normalement, ça dure quelques mois, mais là, on est rendu à 1 an et demi. Et puis, déjà, pour le premier trimestre, c'est garanti que les chiffres vont être beaucoup plus forts que ce que les gens attendaient. On s'attendait à peine à 1 de croissance. On se dirige vers du 2-3. Donc, l'année va être pas si mal. Est-ce que ça va ralentir? Ben, j'espère qu'on roulera pas à 3 toute l'année parce que ça Oui. ça peut peut-être dire des hausses de taux dans un scénario comme ça. Là. Je pense pas, mais ce qui est intéressant, par contre, puis ce qui fait peur aux gens, c'est que la croissance économique a été beaucoup mieux, mais on n'a presque pas eu d'impact sur l'inflation. Moi, je regarde, par exemple, les attentes d'inflation cumulées de 2023-2024. On est en hausse d'à peine un demi-point de pourcentage depuis 15 mois, versus une croissance économique qui est en hausse de 2,5%.
par rapport à ce qu'on attendait. Hein. C'est tout le temps les surprises qui sont intéressantes en investissement. Et on a eu des grosses surprises de croissance sans que ça génère des grosses surprises d'inflation. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on peut confirmer les baisses de taux et qu'on évite non seulement la récession, mais qu'on a une bonne performance. Ça veut dire bon revenu, bon bénéfice pour les sociétés américaines. Et c'est ce qu'on a continué d'observer durant la dernière saison des bénéfices. Oui, puis les Américains sont toujours un peu pragmatiques dans la mesure où on va regarder aller les choses les 6 premiers mois. En électoral, on regarde les candidats, puis après, on le voit, là, on ne sait pas. Biden va-t-il être là? Il semble que oui. Trump sera-t-il là? Il peut être en prison aussi, là, tu sais. Donc, il y a plein d'impondérables comme ça. Et ça va se confirmer dans la deuxième partie de l'année. Donc, ça aussi, j'imagine, au niveau économique, ça peut donner de l'assurance aux ménages américains. Oui, ce qui donne beaucoup d'assurance, c'est que l'inflation a baissé. Est encore, les gens, quand on regarde les sondages d'opinion des ménages, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. Hein, le prix de ce qu'on paye de beaucoup de choses est beaucoup plus élevé, 20-25 plus élevé que ce qu'on payait en 2019. Ça, on le sent au quotidien quand on va faire l'épicerie. Donc ça, les gens sont très insatisfaits de Biden à cause de ça. Mais quand on regarde l'inflation, c'est la variation des prix. Ça a diminué. On est dans les bas 3 là. On est dans le bas de la fourchette des 3. Ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on a des salaires qui augmentent de 4, 4,5, on rebâtit du pouvoir d'achat. En plus de ça, pour les ménages américains qui sont fortement investis en bourse en moyenne, les effets de richesse sont extrêmement positifs. Donc, on a un bilan financier pour les ménages américains qui est très intéressant et qui surprend les pessimistes de 2022-2023. Voilà. Pour les marchés boursiers, quand même, 2023 était très bon. 2024, on pensait, on dit, oh, il va arriver quelque chose. Là. Le S&P a tapé le 5000, il est redescendu au cours des dernières séances. Mais quand même, les marchés boursiers, les profits, on regarde le S&P 500, c'est 80 des entreprises qui battent les prévisions des analystes sur les profits. Somme toute, les marchés boursiers pourraient peut-être avoir corrigé dans les prochains mois, mais est-ce qu'on s'attend à quelque chose qui pourrait bouger en année électorale? Une année électorale présidentielle américaine, c'est presque toujours positif quand celui qui était président veut se faire réélire. Hein? Et qu'est-ce que Biden fait depuis 1 an et demi? Il dépense. Il veut se faire réélire. C'est pour ça qu'on a une bonne économie, hein? Faut pas se le cacher. L'année passée, la dette américaine a augmenté de grosso modo 2500 milliards. Et elle continue encore d'augmenter. Donc, faut pas être surpris que l'économie va bien. On dépense. Et ça fait partie du cycle naturel. Est-ce que ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles pour 2025? Il faut faire attention, pas nécessairement, surtout si on a Trump. Trump va dépenser aussi, on le connaît, c'est pas quelqu'un c'est pas un faucon fiscal, c'est pas un Paul Martin, hein, comme on a connu ici avec l'austérité. Il va dépenser, mais par contre, il va dépenser d'une façon que les marchés ont tendance à préférer, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer de l'argent comme Biden fait, il va faire des baisses d'impôts. Et c'est ça, il va créer, c'est ça, il va faire les aubaines, là. Hein? S'il amène d'autres baisses d'impôts pour les entreprises, faut pas être surpris que les actions vont aimer ça. Exactement. Donc, ça sera à suivre aussi. Donc, marché américain, on s'attend à une bonne année. Là, je pense que c'est 13 en moyenne en année électorale, S&P 500. Donc, ça peut être ça. Normalement, 7 à 10 c'est la moyenne des marchés boursiers. C'est à peu près ça. Oui. Au Canada, les bourses, depuis le début d'année au Canada, c'est plus difficile. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose se replacer au niveau boursier? Ben, notre marché boursier est beaucoup plus proche du marché des petites capitalisations ou des moyennes capitalisations américaines. Et quand on enlève les grandes sociétés américaines, les grandes tech, les 7 magnifiques, c'est moins rose. Et notre marché canadien, le reste du marché mondial aussi, dans l'ensemble, ressemble un peu à ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Des bénéfices en baisse et des marges de profit en baisse. Et ça, des marges de profit en baisse, les investisseurs aiment moins ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le Nasdaq 100? C'est des marges de profit qui sont stables ou en augmentation. Hein? C'est ça qu'on a dans les grandes sociétés. Donc, malheureusement, on ne participe pas à ça. Qu'est-ce qu'il va falloir pour redonner un peu de vie au marché canadien? C'est des baisses de taux et beaucoup de baisses de taux. Ouais. On le voit, la performance, par exemple, des banques canadiennes a été bonne au 4e trimestre. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à dire, ça y est, on va avoir une grande vague de baisse de taux. Ça a donné de la vie aux petites capitalisations, aux banques, tout le secteur qui a vraiment eu un impact très négatif des hausses de taux. Aussitôt qu'il y a du dividende, ça a fait mal. Donc, on voit cette année, qu'est-ce qu'on fait en début d'année? On repousse les baisses de taux, les banques souffrent, les petites capitalisations souffrent. Donc, vraiment, pour relancer le stick macro, ça nous prend les baisses de taux et ça peut-être qu'il va falloir attendre la deuxième moitié, malheureusement. Oui, fait que le signal, tu nous dis, pour la banque, pour la bourse canadienne, baisse de taux, ça va donner de l'oxygène, évidemment.
On en a besoin. Baisse de taux, beaucoup de baisse de taux et plus tôt que tard. Et voilà. Pétrole et or. Pétrole, on est tombé quoi sous les 70 dollars US WTI référence. Et là, ben, on est remonté, on remonte. Oui, il y a le Moyen-Orient, il y a la guerre Hamas, Israël, notamment en Palestine, ça brasse beaucoup là-bas. Et la mer Rouge aussi, on a bloqué, en fait, on a comme changé les itinéraires là, des grands bateaux là, qui transportent là, des marchandises. Ça peut. Comment on le voit, le pétrole évoluer dans la fourchette là, d'ici la fin de l'année? Ben, quand on regarde dans les 2 derniers mois, il y a eu beaucoup de nouvelles autour du conflit au Moyen-Orient qui ont créé des hausses spontanées du pétrole, mais ça a pas, on n'a pas vraiment eu d'impact soutenu. Pourquoi? Parce que on sent une grande retenue de l'administration Biden à éviter un conflit. Et qu'est-ce qu'un conflit plus généralisé voudrait dire de l'inflation? Et on sait que le public américain est plus capable d'en prendre, Ouais. l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grande retenue. Pourquoi le pétrole a mieux fait un peu dans les dernières semaines? Je pense que c'est les données américaines et les données de l'économie mondiale aussi. À l'extérieur de la Chine, on voit pas une grosse réaccélération, mais on voit que on trouve le fond. Et vraiment, on commence à avoir des attentes un peu plus optimistes par rapport à l'Europe et l'Asie ex-Chine. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la demande de pétrole mondiale et c'est ce qui, à mon avis, a donné un peu de vie au pétrole dans les dernières semaines. Mais c'est pas, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas avoir revu un 100 le baril. On n'a pas les ingrédients, malheureusement, pour ça. Il ne faut pas oublier que là, la production de pétrole aux États-Unis ou au Canada, on est dans des niveaux records. Elle a vraiment augmenté très, très fortement l'année passée, en deuxième moitié. Elle continue d'augmenter. Donc, c'est des bonnes nouvelles du côté de l'offre, malgré ce que l'Arabie saoudite essaie de faire de rendre le pétrole un peu plus cher à leur avantage. Ça ne fonctionne pas. Les États-Unis vraiment surprennent avec une production importante. Oui, les Américains sont devenus des producteurs clairement offensifs, là. Le Canada aussi, donc ça aide et on en envoie aussi en Europe hein, pour compenser là, l'effet russe, notamment du côté de la France. Je pense les gaz de schiste, du gaz naturel, beaucoup de gaz naturel liquéfié qui partent des États-Unis vers l'Europe. Ça sera à suivre. Donc, on ne s'attend pas à des mouvements importants du pétrole, là, quoi, 80, maximum 80, 85 peut-être. Oui, je pense un peu comme si on a connu l'année passée. Ça sera pas quelque chose d'aussi excitant. Et puis, pour être vraiment optimiste par rapport à l'ensemble du secteur pétrolier, il faut les grosses variations de pétrole. 10, 15 dollars, c'est un peu de bruit dans tout ça par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Donc c'est un peu quelque chose qui va être à laisser de côté pour les prochains mois. Oui, et la Chine, d'autant plus que l'économie chinoise tarde à repartir. Hein. On a beaucoup de problèmes à régler du côté de la Chine. Oui, puis ça se réglera pas aussi vite que les gens l'espèrent. On a des problèmes fondamentaux, là, structurels importants. Et les vieux outils pour relancer l'économie chinoise, on ne peut pas les utiliser. Hein. Imprimer de l'argent, bâtir des infrastructures, on a déjà un excès d'infrastructures et de logements, donc il faut se retourner vers des méthodes un peu moins puissantes pour relancer. Et ça veut dire un temps de relance qui va être plus long que ce que les gens espèrent. Et l'Europe, l'Allemagne se replace, quoi? Pourrais-tu voir du positif en 2024? Le positif, c'est dans la mesure où on arrête de descendre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est la OK. première phase de l'amélioration, c'est arrêter de se creuser un trou. Pour l'Allemagne, ça ne sera pas facile. Hein. On sait, le secteur des autos, qui est après les bouleversés, c'est la Chine, qui est devenu un grand joueur du véhicule électrique. Et on ne le voit pas beaucoup chez nous. Avec les marques chinoises sont presque pas arrivées. Mais du côté européen, c'est vraiment là où il y a une invasion. Les tarifs sont beaucoup plus bas. Et ça a fait extrêmement mal aux producteurs allemands. Et en plus de ça, du côté de la Chine, les producteurs allemands vendent moins de véhicules. Donc, c'est la tempête parfaite. Mais encore une fois, je pense qu'on approche la fin du baril. Et dans l'Europe aussi, il y a des pays comme la France, l'Espagne, qui, eux, s'en tirent un peu mieux, qui avaient moins d'exposition à ça et qui déjà commencent à s'en replacer. Donc, l'Allemagne, pas facile, mais l'Europe dans son ensemble, un peu plus optimiste. Est-ce qu'on pourrait voir des mesures de protectionnisme euh, être augmentées par rapport à cette invasion de véhicules chinois électriques éventuellement? Je sais que l'Union européenne a ouvert une enquête là, sur les subventions qu'on offre aux fabricants de voitures chinoises. Donc, on pourrait commencer à taxer et imposer des quotas. L'Amérique veut le faire. On le fait beaucoup avec les produits chinois déjà. Donc, je pense que ça aussi, ça va être une bataille dans les prochaines années. Hein.
Oui, c'est une bataille politique sensible parce qu'il y a beaucoup de commerce dans les deux directions, hein. L'Europe exporte vers la Chine. Par contre, je ne serais pas surpris qu'on voit un changement dans la trajectoire des dates pour décarboner l'économie. On sait qu'on veut éliminer les moteurs à combustion d'ici 2035. Les grands joueurs, Volkswagen, Mercedes, Renault, ont dit c'est vraiment ça qui nous fait mal. On doit le repousser. L'échéancier est trop serré. On n'est pas capable de s'ajuster. On va se faire tuer dans ça. Donc, je pense qu'on va voir plus des changements législatifs du côté domestique qui ne coûtent pas cher. Hein? C'est changer l'horizon. Il y a une partie de l'opinion publique qui va être déçue, mais pour les groupes industriels européens, je pense que c'est nécessaire d'avoir une approche plus pragmatique, encore une fois, dans la transition énergétique que d'y aller avec une approche qui est carrément suicidaire présentement. Oui, très dogmatique, là, Oui, entre autres. À c'est le suivre. thème. Ouais, exactement. On va finir avec l'or. L'or a baissé quelque peu. Est-ce que l'argent pourrait prendre le dessus? Comment on voit l'or, le métal précieux, au cours des prochains mois? L'or a besoin de mauvaises nouvelles. Et la mauvaise nouvelle pour l'or, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Le conflit du Moyen-Orient, d'après moi, va rester quelque chose de très local. Les craintes inflationnistes, c'est pas nécessairement des grandes craintes. On ne revivra pas 2022 avec du stress de Russie, du stress d'inflation. Donc, ce ne sera pas facile pour l'or. Et même s'il y avait des baisses de taux, les gens disent oui, s'il y a des baisses de taux, ça pourrait être bon pour l'or. Par contre, les obligations vont peut-être même mieux faire que l'or s'il y a des baisses de taux. Donc, ce ne sera pas nécessairement un choix facile pour ceux qui veulent être plus tactiques entre l'or et les revenus fixes. Donc, d'après moi, l'or, ça va être un peu plus difficile en absence de mauvaises nouvelles. Une bonne économie, une absence de chômage, une absence de stress financier. Hein. Si on avait un autre stress bancaire, l'or pourrait bien faire. Mais tout ça, je pense qu'on va réussir à les éviter cette année. Devrait être une bonne année du point de vue macro, géopolitique aussi, malgré les angoisses de Trump qu'on pourrait avoir, ou même de Vladimir Poutine encore. Ça ne sera pas mauvais. Donc, il faut être un peu plus conservateur dans nos choix d'actifs, je pense, en 2024. De jouer avec des actifs plus traditionnels risque de mieux servir les investisseurs que d'aller à la pêche à des choses un peu plus exotiques. Fred Demers, merci beaucoup, économiste à la BMO, marché des capitaux. On va suivre ça, 2024. On s'en parle plus tard dans l'année. Je pense qu'on fera une mise au point de tout ça un petit peu plus tard en 2024. On pourrait être peut-être, non pas surpris, mais voir vraiment là, où on a parlé et où on va être rendu. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Pierre. Bye bye. Bonne journée.